Alina Dobronceliande vous présente les chroniques d'Alina sur Radio Arcadie. Radio Arcadie. Donc bonjour Monsieur Henri Chemin, donc déjà je suis vraiment très heureuse de vous accueillir sur Radio Arcadie aujourd'hui. Bonjour Alina, moi aussi je suis content de venir sur cette radio que j'ai découvert il y a peu de temps mais qui semble très bien. Alors aujourd'hui on est là pour vous découvrir et découvrir la haute magie. Donc est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours et nous dire ce qui vous a amené justement à la haute magie? Alors en fait j'ai commencé par quelque chose qui est un peu différent de la haute magie, j'ai commencé par la spiritualité, la philosophie. C'est ce qui m'intéressait le plus avec des auteurs comme Krishnamurti, Steiner, etc. qui peuvent paraître un petit peu antagonistes finalement par rapport à la magie, mais ça s'est construit au fur et à mesure et finalement ça a créé une certaine logique. Et donc au fur et à mesure de cette étude un petit peu personnelle qui n'était pas du tout professionnelle de la spiritualité, j'ai fait des rencontres, comme on en fait souvent en librairie, dans des conférences, dans des choses comme ça, peut-être on aura l'occasion d'en parler après, qui m'ont au fur et à mesure mené à me poser des questions, comment vraiment appliquer concrètement la spiritualité, et pas simplement rester dans de grandes et belles idées, même si elles sont belles, comment l'appliquer concrètement, est-ce que c'est possible de faire des choses réelles, voilà, au-delà du comportement. Ce qui m'a mené au fur et à mesure vers l'ésotérisme, et voilà, ça s'est construit comme ça au fur et à mesure, et puis bon, l'ésotérisme, bon, c'est un mot qui peut faire peur, et je peux tout à fait comprendre qu'il fasse peur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent derrière ce mot qui sont proches du charlatanisme ou simplement d'intentions assez négatives, on va dire. Et je me suis intéressé au fur et à mesure à des auteurs comme Eliphas Lévy, qui en premier va parler de la haute magie pour se différencier de la magie commune, qui elle tendrait simplement à attirer à soi amour, argent, richesse, faire tomber son patron dans les escaliers, etc. Et donc pour aller vers une magie qui elle est plus initiatique, et c'est ça qui m'intéressait. Voilà. Que signifie pour vous la magie? Donc pour vous c'est certainement une initiation? La magie, je pense que pour pouvoir la définir, parce que bien sûr c'est une question que je me suis déjà posée, qu'est-ce que la magie? Pour la définir, je pense que c'est simplement tous les processus invisibles. Oui. Alors, chacun, toujours, à travers une technique, un œil scientifique, un œil quantique, un œil magique, spirituel, mais un nom différent sur ça. Bon, moi je pense que la magie réside avant tout dans l'explication, dans les fonctionnements, les processus invisibles. Donc c'est tout à fait naturel. Et en fait, il y a des rites qui existent. Ce que je veux dire, est-ce qu'elles sont identiques à la magie traditionnelle? Quand j'ai magie traditionnelle, je parle surtout des rituels païens, wiccanes. Ou est-ce que la haute magie, ça n'a rien à voir avec tout ça? C'est encore quelque chose d'encore plus haut? Alors, moi, c'est la question que je me pose, en fait. La différence qu'il y a vraiment entre nous, traditionnalistes Wicca, et haute magie. D'accord. Alors, comme je vous le disais un petit peu en dehors de l'interview, je ne suis pas très bon en Wicca, ça n'a jamais été vraiment mon domaine, donc je vais laisser ça aux spécialistes, et moi je vais peut-être définir qu'est-ce que c'est pour moi que la magie, et la haute magie. La haute magie, on va effectivement utiliser des rites, des rituels, donc, qui vont nous permettre d'atteindre des objectifs, que ce soit des invocations, que ce soit des rituels de guérison, de protection, là je vous cite les choses qu'on trouve partout, pour aller jusqu'à l'acte suprême de la haute magie, ce vers quoi tout, normalement, occultiste qui pratique la haute magie tend, l'évocation, donc, qui est une invocation où on manifeste l'esprit concrètement au cours d'un rituel. Donc tous ces différents rituels vont nous permettre de nous initier nous-mêmes et de nous permettre d'agir sur notre environnement. Et c'est ça, pour moi, l'intérêt de la haute magie. Et on arrive à ça comment? Parce que, il faut peut-être connaître des personnes, être initié. Alors oui, j'ai bien l'impression, au fur et à mesure du temps, j'ai eu plusieurs idées à propos de comment on peut vraiment devenir un magicien. Oui. Et je pense quand même qu'il est difficile de devenir un véritable magicien sans avoir fait des rencontres et avoir travaillé avec quelqu'un. Bien sûr, il y a des livres. Il y a tout un tas maintenant, vous pouvez même télécharger des rituels sur internet, je ne sais pas leur valeur, mais bon. Mais ça me semble extrêmement difficile de travailler seul et de ne pas travailler accompagné. Et encore plus,
il me semble extrêmement difficile d'apprendre la magie, l'occultisme, à travers simplement un professeur et non pas un ordre ou une société secrète. La société secrète et les ordres ont pour avantage de briser l'ego. Et je pense que c'est le grand mal de l'ésotérisme, l'ego. Vous voulez dire mettre en avant une personnalité alors qu'il faudrait plutôt mettre en avant la magie en elle-même, la pratique de la personne. Tout à fait, là. Oui. Il y a deux problèmes qui se posent, c'est que vous avez déjà le professeur qui va rapidement se prendre pour un gourou, qu'il le veuille ou non, ça veut dire que même si lui ne le veut pas, tout le monde va le prendre pour un gourou, et il va finir par tomber dedans. Et vous avez le deuxième point, c'est l'ego de celui qui apprend, qui, quand il va faire ses premières opérations magiques, quand il va faire ses premières invocations ou évocations, il va voir un pouvoir que tout le monde n'a pas. Oui. En fait, tout le monde peut l'avoir, mais tout le monde ne l'a pas développé. Mais c'est tellement particulier par rapport au savoir-faire d'être ébéniste, où effectivement tout le monde l'a pas, mais c'est tellement particulier la magie, que vite un ego surdimensionné va naître. Et on le voit bien au sein du paysage ésotérique actuel. Donc je pense que je vois pas d'autre voie aujourd'hui, sauf peut-être des grands maîtres vraiment très bons et très humbles, que les sociétés secrètes et les ordres pour nous mener au fur et à mesure à un apprentissage, une initiation, tout en apaisant notre ego. Et donc pour les personnes qui se posent la question de se dire est-ce que la magie ça existe, donc vous quand vous pratiquez, vous pouvez certifier que votre pratique fonctionne. Alors moi je vais dire oui, c'est une certitude que la magie existe, comme pour moi c'est une certitude que Dieu existe, mais quand je vais parler à quelqu'un qui est athée, enfin qui se croit athée, je vais dire ça comme ça, moi j'arrive à le convaincre qu'il croit en Dieu, parce que pour moi Dieu n'est pas un barbu dans les nuages. Oui. Qui nous scrute avec son télescope, mais c'est simplement, on va dire, le processus d'évolution par lui-même. Donc le scientifique va se dire non, je ne crois pas en Dieu, or tout ce qu'il voit de noble dans la science, dans le développement, dans les possibilités que l'homme peut atteindre, pour moi c'est ça Dieu. Donc la magie, pour moi c'est la même chose, je pense que c'est une certitude que la magie existe, tout simplement la magie, ce qui est invisible, tous les processus invisibles. Quand vous parlez avec quelqu'un, et que cette personne a des soucis, et que vous arrivez à transmuter son état par la discussion, simplement par un regard, par un geste, voire même sans lui parler, et que cette personne va réussir à s'ouvrir, s'éveiller, se réveiller, sortir de ses soucis, pour moi c'est une forme de magie. Donc bien sûr, je rassure l'auditeur, il y a des formes de magie plus impressionnantes que ça, mais ça reste pour moi un élément de la magie que de pouvoir agir sur notre environnement. Et donc aujourd'hui, si par exemple les auditeurs sont intéressés pour commencer la haute magie, qu'est-ce que vous leur conseilleriez quoi? Commencer par quoi? Comment? Alors, peut-être dans un premier temps un peu de lecture. Je pense que c'est pas mal avant de faire son choix. De la lecture, qu'est-ce que je conseillerais? Bon, je pense qu'il faut quand même commencer par Papus, hein. C'est le b.a.-ba. Voilà, exactement. La science des mages de Papus donne une bonne base, ou le traité élémentaire de magie va donner un petit peu un angle de découverte sur qu'est-ce que c'est que la sorcellerie, la magie, la haute magie, voire même la théurgie. Et après, dans un deuxième temps, il faut choisir une école. Ça veut dire, quand je dis une école, c'est au sens le plus large. Que ce soit, s'acharner dans la lecture, il y en a certains qui peuvent y arriver à travers simplement la lecture à trouver l'initiation nécessaire pour travailler la magie, que ce soit une personne, que ce soit une école, que ce soit une société secrète. Voilà pour moi les 4 voies qui peuvent nous mener à avoir une véritable pratique de haute magie. Et en fin de compte, vous pensez quoi du fait que certaines sociétés se disent secrètes? Pourquoi on dit secret? Pourquoi on a l'impression que c'est caché et qu'en fin de compte, l'ouverture n'est pas si facile? Alors c'est un petit peu paradoxal, parce que vous allez demander à n'importe quel responsable d'une, entre guillemets, société secrète, il va vous dire que ce n'est pas une société secrète. Mais en réalité, effectivement, elles sont quand même extrêmement discrètes. Alors, pourquoi on les appelle sociétés secrètes? Ça date du 19e siècle, c'est quand l'Église et d'autres mouvements ont persécuté les membres des sociétés secrètes, par exemple la franc-maçonnerie. Après, par la suite, pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi, les nazis ont persécuté les francs-maçons, par exemple, qui étaient les plus connus. Donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure, il y a une certaine logique qui les a menés à rentrer dans un secret total.
D'accord, pour éviter justement d'avoir, comme par le passé, ces problèmes-là en fait. Exactement. Persécutés. Mais en fin de compte, ce qu'ils apprennent à l'intérieur, ce n'est pas si secret. Enfin, quand ceux qui sont intéressés par cet univers, en fin de compte, c'est pas si secret. Et ça peut être ouvert à tous ceux qui sont intéressés. Alors j'en viens à mon deuxième point qui va être un petit peu peut-être en différence avec ce que j'ai dit au début, c'est que malgré le fait qu'on associe toujours ce nom de société secrète à ces persécutions-là, le secret a toujours été de mise dans l'ésotérisme, que ce soit dans l'Égypte antique, que ce soit dans la Kabbale qui était transmise entre grands rabbins, etc. Et il y a toujours eu un secret, au-delà des persécutions. Parce que si l'appartenance à un ordre n'est pas secrète, ce qui est étudié dedans le devient au fur et à mesure de notre avancée. Puisque il va y avoir des étapes dans cette initiation. On va au fur et à mesure franchir des marches, des épreuves, des difficultés, un peu comme dans la vie, et on va nous délivrer au fur et à mesure certaines informations, certaines techniques, certaines spiritualités. Et ces spiritualités, on va dire peut-être 10 ans après être entré dans un ordre ou une société, on ne peut pas les révéler à quelqu'un qui est même au tout début de cette société. Donc le secret ne réside pas qu'entre initiés profanes, mais entre toutes les marches. Après, moi je mettrais une nuance, c'est que il y a pas mal d'initiés dans des éléments comme ça, ou même en dehors, qui s'acharnent à vouloir mettre un secret. Or, je dis que la vie fait très bien les choses, et que vous pouvez révéler quelque chose qui est extrêmement avancé dans l'initiation à un profane, et il n'y comprendra rien. Donc il n'est pas nécessaire de faire des secrets, pour moi. Oui, en fait, il faut connaître les codes. Si vous connaissez les codes, vous connaissez le secret, en fait. Au-delà des codes, moi je pense qu'il s'agit simplement d'une maturité personnelle. Si vous dites, vous allez pouvoir avoir des conversations d'adultes devant des enfants, sans qu'ils ne comprennent rien. Oui. Et ça ne va pas porter atteinte aux enfants. Puis ils vont comprendre ça d'une façon différente que les parents vont comprendre, par exemple. Donc je pense qu'on est un peu dans la même chose. Donc ça sert à rien de s'acharner à faire du secret à tout voir. Il faut simplement parler, je dirais, en conscience aux personnes qui nous entourent. Et du coup, là, on peut révéler énormément de choses. Et justement, tout ce qui vous a amené à votre cheminement, il y a certainement des rencontres qui ont dû vous toucher plus particulièrement, qui vous ont amené à ce que vous êtes aujourd'hui. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Bien sûr. Alors, des rencontres, il y en a eu de nombreuses qui m'ont marqué. Je dirais d'ailleurs que, pour moi, ce que je ressens comme étant mon initiation principale, c'est fait à travers des rencontres. Alors bien sûr, j'ai eu des initiations rituelles à des sociétés ou à différents éléments, mais ce qui a vraiment été des initiations, ça a été les rencontres. À chaque fois, il y a eu des passeurs dans ma vie, et au fur et à mesure que j'avance dans les années, au fur et à mesure que je me rends compte que cette personne a été déterminante, et j'en vois plus d'une dizaine de ces personnes-là. Que ce soit un libraire qui m'a fait découvrir la franc-maçonnerie, et le monde des sociétés secrètes, où avant, moi j'étais plus justement dans les livres, tout seul, à étudier la magie. Que ce soit un évêque, même c'était plus qu'un évêque, c'était un archevêque, qui m'a ouvert les voies d'une spiritualité orthodoxe, où je dirais, moi je vois de la magie dans le rituel orthodoxe, qui est, je dirais, beaucoup plus complexe que le rituel qui est pratiqué aujourd'hui par le catholicisme, etc., etc. Mais il y a peut-être une rencontre qui vient par-dessus, parce que tout simplement, cette personne est décédée il y a une semaine à peine. Je l'ai rencontré il y a peu de temps, pourtant il y a 1 an et demi, 2 ans. Un maçon et un homme de grande qualité qui alors que j'étais déjà franchement installé dans la magie, puisque je l'enseignais, franchement installé dans la maçonnerie, m'a fait découvrir quelque chose de complètement différent, et a pour moi fait une révolution, je dirais. Et cette révolution, c'est que lui-même était dans les hauts grades maçonniques, voilà, mais il s'en fichait totalement de sa hauteur, de l'importance de sa fonction, voilà, de son rang, exactement.
Et le secret pour lui n'était effectivement pas quelque chose de très important au sens cérémonieux du terme. Et ce qui m'a montré surtout, c'est l'importance de cette fraternité qu'il doit y avoir dans l'initiation. Si on entre dans un chemin d'initiation où les personnes entre elles se font la guerre, perpétuellement, sont en guerre avec elles-mêmes, alors l'initiation, elle peut être d'une qualité incroyable. Elle nous mène vers le mur. Et au fur et à mesure que on va rentrer dans cette initiation, au fur et à mesure qu'on va porter son attention sur la couleur de la bougie, l'endroit où on va poser notre bougeoir, l'encensoir, quel encens, oui mais est-ce que c'est un encens de qualité, etc. Et les gens vont s'enfermer dans des complications totalement inutiles par rapport à ce qui pour moi est le plus important, c'est un travail personnel. Et si ce travail personnel est véritablement vécu, alors on doit rayonner ce travail. Et ce rayonnement doit apparaître finalement à toutes les personnes que l'on fréquente, et du coup, naît une fraternité entre les initiés, une fraternité entre les profanes avec le genre humain, tout simplement, avec les animaux, avec etc. Et là, il y a quelque chose de, pour moi, beaucoup plus grand, et que je pense que ce soit un scientifique, que ce soit un religieux, que ce soit un franc-maçon, tout le monde sera d'accord, c'est que vous pouvez être initié 95e degré de Memphis Misraïm, une des branches de la franc-maçonnerie, si vous ne vivez pas ce que vous dites, quel intérêt? Voilà le bon souvenir que je garde de cette personne. Donc en fait, il faut vivre la magie. Enfin, il faut porter son attention dans le souhait et pas dans est-ce que ma bougie est verte, est-ce que ma bougie est bleue, est-ce que je suis dans le bon sens, mais vraiment dans l'intention de faire de la magie. Complètement. Et du coup, ça nous libère d'énormément de choses, parce que je vois aussi une autre rencontre, un kabbaliste, un très bon kabbaliste que je connais, va aussi être dans cette étude de la Kabbale, qui est une science extrêmement compliquée si on veut travailler la Kabbale juive, non pas la Kabbale chrétienne. On va rentrer dans des complications terrible, rien que de traduction entre l'hébreu et le français. Et il y a un moment, il faut savoir lâcher prise. Il faut savoir lâcher prise. Que vous dites Imamia ou Amamia, le nom d'un des 72 anges, ce qui va vraiment jouer, c'est l'intention avec laquelle vous allez faire, les techniques internes que vous allez mettre en place. Donc, il ne suffit pas d'avoir le meilleur livre, la meilleure prononciation, etc. pour faire de la magie. Et ça nous libère de beaucoup de complications inutiles. Alors, donc vous parlez beaucoup de la franc-maçonnerie, parce que vous êtes initié à la franc-maçonnerie ? Oui, tout à fait. Et donc justement, est-ce que la franc-maçonnerie utilise la haute magie dans leur pratique ? Non. C'est ça qui est un peu paradoxal. C'est ça qui est un peu paradoxal, parce que j'en parle beaucoup, parce que pour moi, c'est je dirais que la maçonnerie a pour moi été une base. Et je pense que au fur et à mesure que j'ai découvert d'autres sociétés, d'autres ordres, je trouve que la maçonnerie reste un des fondements de l'initiation. Et même si on ne parle pas de magie directement dedans, elle travaille le premier ouvrage du magicien, qui pour moi est l'être lui-même. Il faut tailler l'ego, réussir à l'apaiser sans l'annihiler, comme beaucoup de voix vont dire, il faut passer totalement en dehors de l'ego, paix, amour, etc. On disparaît complètement pour l'humanité. Bon, moi, je ne sais pas si c'est nécessaire. Il faut savoir rester soi-même aussi, mais il faut savoir tailler cet ego au fur et à mesure. Apprendre à construire, apprendre à bâtir, et découvrir que l'on a besoin autant d'outils que de frères, de sœurs, de compagnons d'ouvrage pour pouvoir bâtir un temple. Et toute cette construction qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes, voire cette déconstruction avant la construction, est pour moi absolument nécessaire à tout initié à la haute magie. Et je n'ai vu aujourd'hui pas de meilleure voie que la franc-maçonnerie pour atteindre ça. Après, quand je dis pas de meilleure, ça veut dire pour moi c'est la plus efficace. Après j'en connais une bonne centaine qui vont arriver exactement au même endroit. Oui. Et là, ça va dépendre de chacun. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a convenu. Mais après, ça va dépendre de chaque personne et de sa voix.
Donc la maçonnerie, directement, ne travaille pas la haute magie, elle va travailler sur l'être lui-même, le perfectionnement humain. Mais c'est une des premières marches à franchir pour travailler la magie. Et dans vos rituels, donc dans votre pratique de haute magie, est-ce que vous invoquez certaines divinités Alors oui, bien sûr, on y passe forcément, je dirais. On n'y pas forcément parce que plus le temps passe, alors là je vous dis vraiment ce qui me vient maintenant. Oui. C'est pas forcément ce que les élèves de l'école où j'enseigne n'entendront pas forcément ça, comme je l'ai déjà dit, mais je me pose de plus en plus la question de l'utilité de passer à travers des divinités, des esprits, etc. La forme de magie la plus commune est de passer par l'intercession de quelque chose en fait. La magie la plus connue, c'est la religion tout simplement. Où on va passer, donc on va rarement prier Dieu directement, on va prier pour les catholiques la Vierge, les saints, les prophètes, etc. On va passer par des intermédiaires ou les anges pour pouvoir atteindre l'élément divin. Mais je pense que finalement, au fur et à mesure du temps, je me dis que ces intercessions perpétuelles sont des éléments plus pour nous rassurer qu'autre chose. Parce que si tant est que tout ça existe, alors je vais être un petit peu cartésien, si tant est que tout ça existe, je ne suis pas persuadé que l'homme, avec sa conscience infiniment étroite, dans notre social actuel, puisqu'il n'y a pas que la conscience humaine, il y a aussi l'époque dans laquelle on vit. La religion qu'on a, qu'on soit religieux ou pas, on est né dans une religion et elle a une empreinte sur nous. Donc bref, on est une espèce de grosse coquille de filtre, et on va dire, je vais invoquer Imamia pour agir sur telle chose, parce que Imamia, c'est pour l'initiation. Et bien moi j'ai des doutes sur l'existence d'Imamia à l'extérieur de nous. Je pense que on peut travailler par intercession avec des divinités, des esprits, toutes sortes de choses, voire même des défunts pour la nécromancie, qui vont nous permettre de nous rassurer. Mais le véritable ouvrage se passe à l'intérieur de la personne quand elle est en train de faire une invocation. Seule l'évocation va vraiment mettre en œuvre un travail avec l'esprit en dehors de nous-mêmes. L'invocation se travaille à l'intérieur de nous-mêmes. Quand on va prier, que ce soit dans la religion, dans le bouddhisme ou je ne sais quoi, quand on va prier, l'ouvrage va se faire à l'intérieur de nous, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous qui est important. Donc, bien sûr, dans les rites que je pratique, dans un mouvement ou dans un autre, on travaille presque systématiquement avec des esprits, des divinités ou des choses comme ça. Plus des esprits, des divinités d'ailleurs. Mais je pense que plus on avance, plus on peut travailler avec soi-même, ce qui pour moi est un des éléments les plus efficaces. Ça ressemble aussi pas mal à la magie du chaos, où justement on dit dans la magie du chaos, si j'ai bien compris le fonctionnement de la magie du chaos, c'est qu'en fait peu importe la couleur par exemple des bougies, des divinités que l'on invoque, le travail se fait avec la personne qui crée toute cette énergie, donc la personne qui réclame, qui demande. Donc moi par exemple si je veux, je sais pas, avoir quelque chose, avec mon intention je crée l'envie, enfin la chose qui arrive. Ah bah oui, tout à fait. Oui, vous êtes clair. Alors, moi, je vais vous dire, vous allez vous dire que je connais pas grand-chose. Je connais mal la magie du chaos. D'accord. Je la connais par 10 de Kert et par d'autres, par des lectures aussi, mais je la connais très peu. Par rapport à ce que vous me dites, moi, je trouve ça intéressant. Ça me fait penser un petit peu au point de vue rosicrucien, où dans la Rose-Croix, on travaille énormément sur le fait de construire à l'intérieur de soi avant la réalisation extérieure, pour la réalisation extérieure. Donc ça pourrait se rapprocher un peu de cette chose-là. Et oui, c'est une des formes principales de la magie. Après, pour aller un peu en opposition par rapport à ce que je disais précédemment, il existe tout de même une magie qui est en dehors de nous, mais qui ne réside pas pour autant dans des esprits et des divinités. Tout ce qui est talismanie, donc l'art de créer des pentacles ou des talismans, la formulation, les formules magiques, les potions, etc.
sont des éléments qui vont pouvoir mettre en œuvre d'autres choses que l'appel à des esprits ou des divinités, d'autres choses que ce qui est en nous, et qui vont pouvoir avoir une force. Mais pour moi, ça, ce sont dans les étapes un petit peu élevées du cheminement. Parce qu'il est important de passer par les 2 autres étapes, travailler avec les esprits, les divinités ou peu importe, et travailler sur soi-même avant. Oui, c'est la base, travailler sur soi-même, apprendre à se connaître. Exactement. D'accord. Radio Arcadie. www.radioarcadie.net. Un univers secret et plein de magie. Bienvenue en Arcadie. Vous pouvez écouter nos anciennes émissions en replay sur l'application de Radio Arcadie. Le son magique d'Arcadie. Vous pouvez nous parler un petit peu de EMI? Donc, qu'est-ce que ça signifie? Alors, l'EMI, c'est École de Mystère International. Oui. On l'a ouverte il y a 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça. Et c'est une école qui forme en France, Belgique et Suisse à l'ésotérisme, à la haute magie et à la théurgie, principalement. Donc, elle s'organise d'une façon particulière à travers des stages qui se suivent et qui vont permettre de former la personne en dehors de toute entrée dans une société secrète. Puisque j'en ai fréquenté et ça a des avantages et des désavantages bien sûr. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, les gens ne veulent pas d'attache. Alors, non pas que je trouve que ce soit une bonne chose, mais je dirais qu'il faut donner la possibilité quand même de ne pas s'attacher tout de suite. Donc c'est ce que j'ai voulu faire avec l'école EMI, puisque on entre et on sort quand on veut. Oui. C'est pas comme une société secrète où bien sûr on peut sortir quand on veut, mais il y a quand même un engagement. Donc ça permet d'enseigner certaines des choses qui étaient réservées aux initiés du martinisme, des élus Cohen, des Templiers ou de la franc-maçonnerie, à un public plus ouvert. L'objectif, c'est finalement de préparer à l'initiation, si ce n'est devenir initié. Alors, bien sûr, techniquement, on n'est pas initié, puisqu'on n'est pas initié à un ordre ou à une technique particulière, mais on va être formé, je dirais plutôt, à une très large palette de matières, c'est-à-dire de l'astrologie à la rituelie, de l'usage des instruments magiques à la talismanie, en passant par la formulation, les potions magiques, la cabale bien sûr, la radiesthésie qui pour moi est une des matières de la magie, ou le magnétisme. Donc on va étudier tous ces éléments-là dans l'école pour pouvoir permettre finalement à la personne d'être stable, d'être suffisamment stable pour pouvoir se lancer dans une initiation personnelle après, ou dans une initiation de groupe. Donc en fait ce sont des stages d'apprentissage. Exactement, des stages qui se suivent tous les 2 mois. D'accord, donc c'est régulier. Exactement. C'est pas des stages que vous faites pendant une semaine et puis après vous avez un niveau 2, un niveau 3 Alors, il y a des niveaux qui ne sont pas posés par des numéros mais simplement par les années. Et les stages se suivent, ça veut dire que vous avez un stage tous les 2 mois et vous allez au fur et à mesure découvrir d'autres matières, approfondir, travailler, pratiquer, puisque les stages se tournent principalement vers la pratique et non vers la théorie. Voilà. Et donc au fur et à mesure de l'avancée, au fur et à mesure qu'on va pouvoir travailler des rituels de plus en plus complexes. Parce que vous imaginez bien que les élèves qui sont là depuis 4 ans, on peut travailler avec des rituels autrement plus complexes, autrement plus intéressants qu'avec des élèves qui intègrent tout juste l'école. Donc il y a une évolution. Et vous avez eu justement la belle surprise de voir parmi ces initiés des jeunes gens qui étaient particulièrement doués pour la pratique de la haute magie, grâce à tout ce suivi qu'ils ont fait ou pas du tout, ou c'est...
Alors là, je suis obligé de vous dire oui si on m'écoute, si les élèves entendent ça. Mais je vais réfléchir quand même une minute. Est-ce que j'ai découvert des personnes qui étaient particulièrement douées ? Oui. Si j'en ai rencontré. J'ai rencontré, si un jour il entend cette vidéo, j'ai rencontré un Lyonnais qui était extrêmement doué, qui avait une prédisposition pour ça, et dont malheureusement nos chemins se sont éloignés. J'ai rencontré toutes sortes de personnes, mais moi je ne crois pas du tout à l'espèce de mythe populaire comme quoi la magie serait un don, le magnétisme, l'hypnose, ou je ne sais quoi, tous ces éléments-là seraient des dons innés, etc., qu'on ne peut pas apprendre. Oui, vous pensez, oui, comme moi, c'est-à-dire qu'on peut tous le faire, hein, sauf qu'on a tous peut-être des prédispositions plus faciles que d'autres. Exactement. Tout à fait. Comme certaines personnes vont taper vite à l'ordinateur et d'autres plus lents. C'est pas plus ésotérique que ça pour moi, l'initiation. Il y a des personnes qui sont très douées, et en plus, parce que vous avez énormément de matière. Vous avez des gens qui sont extrêmement doués en rituelie, donc l'art de faire le rituel, de se déplacer, de faire des gestes, etc. Et vous en avez qui sont très doués en cabale. Et quelqu'un qui est très bon en rituel n'est pas forcément bon en cabale, parce que la cabale est très intellectuelle dans un premier temps. Donc j'ai rencontré des gens qui... J'ai vu chez chaque personne qui est venue à l'école des capacités impressionnantes dans certaines matières. Et qui ne savaient même pas eux-mêmes. Bien sûr. Ouais, parce que déjà, la plupart du temps, j'ai eu énormément de personnes qui venaient avec un a priori sur la magie et qui ont été vite rassurés. Parce qu'ils avaient peur de se trouver à apprendre à mettre des clous dans une poupée. Oui. C'est pas trop mon ouvrage, donc ils étaient vite rassurés. C'est un peu l'image que les gens ont de l'extérieur, effectivement, très vaudou en fait. Alors que pas du tout. D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'on fait une distinction avec haute magie d'ailleurs, par rapport à la magie. Et justement, donc le stage, en fin de compte, principal que les nouveaux font, les néophytes découvrent en fait, la haute magie, ce serait lequel, le stage que vous conseilleriez ? Alors en fait, il n'y a pas vraiment plusieurs stages. Il y a ces stages qui se suivent. Et au bout de 6 mois, la session se bloque. Ça veut dire que on ne peut plus intégrer cette section en tant que nouveau. D'accord. Donc d'ici là, les nouveaux peuvent intégrer. Et donc ils intègrent un groupe qui est en principe une dizaine de personnes, pas plus. Et sur lequel ils vont venir étudier pratiquement et théoriquement les différentes matières de la haute magie. Et au fur et à mesure, ils vont évoluer dans cet élément-là. Et donc, il n'y a qu'une seule forme de stage, c'est un stage global. On ne fait pas de stage, on ne fait pas d'enseignement sur la cabale uniquement, sur la talismanie uniquement. Parce que il me semble absolument fondamental, et ça j'y tiens, que l'initié soit pluridisciplinaire. Et après, par la suite, donc là, en fin de compte, ces stages sont théoriques. Et après, quand le niveau évolue, il y a une possibilité de faire des stages pratiques, ou en fin de compte, tous ces cours sont vraiment théoriques. Ah non, dès le premier stage, on a au moins 50% de pratique, 50% de théorie. D'accord. Pour moi, c'est absolument fondamental parce que vous avez énormément de livres et même maintenant vous avez des télés et des radios comme la vôtre qui sont tout à fait compétentes pour transmettre de l'information ésotérique. Ce qu'il manque, c'est un endroit où pratiquer. Donc c'est là qu'on apprend vraiment. Et c'est à ça que serve aussi le fait de travailler à plusieurs. Donc on a fait énormément de pratiques dans les différentes matières et surtout le rituel qui est quelque chose qui est difficile à faire seul. Rien que pour le simple fait que ça nécessite un certain nombre de matériel que nous on fournit et qui donc permet de s'aventurer sur des rituels où on aurait plusieurs centaines d'euros à dépenser à l'extérieur si on voulait faire ça chez soi. Donc la pratique, elle est vraiment dès le début un des éléments fondamentaux de l'étude à travers les mythes. En dehors des formations, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on organise des petits séminaires, des petits et des grands. Alors, il y a les petits séminaires qui sont des soirées, des après-midi, où on va travailler sur un thème vraiment de façon uniquement pratique, sur la cabale, sur la talismanie, sur le voyage astral ou des choses comme ça. Et on organise des grands séminaires où là, ce n'est pas moi qui donne les cours, mais ce sont des professeurs à qui je demande d'intervenir. Donc, par exemple, on organise là prochainement un stage où Fred McParty, le fondateur de Secheta Publications, qui est un grand spécialiste en cabale, va faire un stage en cabale. Donc parfois on organise des séminaires comme ça avec des personnalités un peu de l'ésotérisme, ce qui permet aux élèves de rencontrer d'autres professeurs, et ce qui permet aussi surtout d'avoir d'autres sons de cloche que le mien, ce qui est important.
Et donc, quel conseil vous donneriez justement aux débutants, donc qui débutent dans la haute magie et qui aimeraient suivre votre chemin? Alors, déjà, il faudra qu'il suive un meilleur chemin que le mien s'il veut avoir compris qui il est. Mais si la personne souhaite s'initier, moi je pense que... je vais vous répondre par une difficulté que j'ai eue au début de l'école, que je racontais à tous les élèves. C'est que tout simplement, au début, je voulais faire une école où on a pour une fois de la vraie matière. De plus en plus, aujourd'hui, les livres d'ésotérisme qui sortent aujourd'hui, pour moi, c'est de la soupe, pour la plupart. Parce que vous avez dedans 300 pages qui résument 10 pages qui sont dans un Papus, dans un Stanislas de Guetta, dans tous ces ésotéristes de l'époque qui parlaient pour dire quelque chose. Alors qu'aujourd'hui, on parle pour vendre des livres. Donc, du coup, je voulais faire une école où on avait vraiment de la matière, énormément de matière. Alors, tous les gens autour de moi me disaient, mais non, t'en donnes beaucoup trop dès le début, il faut faire plus progressivement, etc. Et je leur disais, non, il faut que ce soit du long, il faut que ce soit du sérieux. Donc, j'ai fait comme ça. Et bien sûr, plus vous donnez sans construire, plus les personnes veulent simplement consommer. Oui. Donc, jusqu'au moment où les gens disaient « Ah, mais tu nous avais dit que tu nous donnerais 35 techniques et tu nous en as donné que 32. » etc., etc. Et donc, au fur et à mesure, j'ai avancé dans cet élément-là et je me suis rendu compte qu'il y a une séparation qu'il ne faut absolument pas faire pour s'initier et pour entrer dans le chemin de l'initiation, c'est la séparation entre l'ésotérisme et la spiritualité. Et donc pour moi, il est fondamental que même si on pratique énormément, si on fait de la magie opérative, on fait de la rituelie, qu'il y ait une étude de la spiritualité, de la philosophie, une sorte de déontologie de la magie qui accompagne cette pratique. Donc, pour donner un conseil aux débutants, moi je dirais une première chose, c'est de ne jamais séparer spiritualité et ésotérisme, de continuer de s'intéresser à travailler sur soi-même, à travers des choses qui ne sont pas de la magie pratique, mais qui nous constituent nous-mêmes en tant que magiciens. En deuxième, ça qu'on peut se faire accompagner, ça me semble absolument nécessaire. Que ce soit d'amis, que ce soit d'un professeur, que ce soit d'une école, que ce soit d'une société secrète. Après, dans ce chemin que la personne va choisir, il est important de savoir juger autant l'ego de ses professeurs que le sien. Parce que je vois autant de professeurs égotiques que d'élèves qui qui rejettent les professeurs en disant non, lui trop d'ego, il me va pas parce que. Et il faut pas oublier que quand on est apprenti, en franc-maçonnerie par exemple, on n'a pas le droit de parler. Bon. Donc c'est seulement au bout de 3 ans qu'on a le droit de commencer à parler en loge. Et c'est important parce qu'il faut savoir tailler sa propre pierre avant de commencer à tailler celle des autres. Donc du coup, on va pouvoir trouver tout un tas d'éléments négatifs dans les gens qui nous entourent, et je sais qu'on en trouve des défauts autour des gens qui nous entourent, mais moi je dis, réjouissez-vous de voir que les gens ont des défauts, parce que ça vous donne des possibilités de travail. Et donc pas besoin de les juger, pas besoin de les rejeter, et pas besoin de s'en éloigner. Au contraire, on peut sauter sur cette occasion pour travailler. Oui, et puis voir aussi le reflet de nos propres défauts. Ça, c'est complètement. Très bien. Complètement. Deux étapes peut-être. Voir le reflet de ses propres défauts pour travailler sur soi-même, et travailler sur le fait d'accepter que la personne a ses défauts. Ce qui est absolument nécessaire. Pour avancer, oui, ça c'est sûr. Et quand vous allez vous retrouver dans une évocation face à un esprit, je peux vous dire qu'il aura des défauts. Pas des défauts comme nous on le conçoit entre défauts humains, mais des choses qui ne nous conviennent pas, comme par exemple un esprit du feu qui est trop chaud, ou je ne sais quoi. Donc il y a une acceptation énorme à avoir, et le magicien doit être souple et en paix. Donc voilà ce que je peux conseiller à l'apprenti magicien: se faire accompagner, être humble et savoir accepter les difficultés qui sont autour de lui, et lire énormément. Je vois de plus en plus de personnes qui s'amusent à faire des rituels et qui ne savent même pas qui est Papus, ne savent même pas qui est Eliphas Lévi. Et ça, pour moi, c'est intolérable. Pour vous, c'est la base, Papus. Non, alors oui, c'est une base, mais je dirais que c'est une base de lire.
si on veut se lancer dans un élément, qu'on fait ces petites opérations sans se poser la question de qu'est-ce que nos pères ont essayé, sur quelle voie on se lance. On se lance sur une voie, pour moi, qui nous mène vers une autosatisfaction. Ouais, Donc il est absolument important pour moi de pouvoir remettre en question les éléments qu'on fait par la lecture, ou par le travail en groupe, ou par un professeur. Et donc, presque pour conclure l'interview, est-ce que vous avez des projets en cours, donc des stages qui arrivent pour l'école, donc vous allez être présent là à Lyon prochainement. Vous allez être présent en Belgique aussi, vous m'avez dit. Exactement. Alors, oui, il y a beaucoup de projets de l'école et d'autres. Oui. Alors, au niveau de l'école, la semaine prochaine, je suis à Bruxelles pour animer une soirée ésotérique. Le week-end pas celui-ci, le prochain, donc mi-novembre, je serai à Paris, puis on va aller à Lyon. Genève, ce sera un peu plus tard, ce sera en décembre. Enfin bref, les formations continuent. On a le stage de Fred McParty qui lui a lieu fin novembre. Et en dehors de ces projets-là, on a un certain nombre de projets, puisque l'école est abritée à Paris par une grande librairie qui accueille les formations des thérapeutes et d'autres choses. Et un des projets que l'on a et qu'on est en train de mettre en place, c'est une soirée des initiés qui va avoir lieu tous les 3 mois, et que la première session va avoir lieu le 10 décembre, qui sera réservée aux initiés de toute obédience et de tout rite confondu. Et moi, ça me semble quelque chose d'important, et je me permets d'en parler parce que il y a énormément de clivages entre, bien sûr, les profanes et les initiés, donc les gens qui ne sont pas dans des ordres, mais il y a encore plus de clivages entre les ordres. Vous parlez à un franc-maçon d'un rosicrucien, il crache dessus. Vous parlez à un rosicrucien d'un franc-maçon, il crache dessus. Et pourtant, il y en a énormément qui sont les deux. Voilà. Donc on va faire ces soirées des initiés régulièrement, qui a pour but non seulement de réunir les différents initiés, d'apaiser les tensions, de valoriser notre intérêt commun pour l'initiation, et de se rappeler un petit peu de ce que Papus et de nombreux autres occultistes de son époque et de littéraires, des personnes impliquées dans le monde artistique, faisaient en se réunissant régulièrement, et pour moi c'est fondamental. D'où l'importance pour le débutant de se réunir avec d'autres personnes pour pouvoir discuter, se confronter, découvrir la magie. Et donc pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore et qui vont vous découvrir là aujourd'hui, quel message vous souhaiteriez leur laisser ? Je pense que on pourrait peut-être dire quelque chose par rapport à la théurgie. La théurgie, c'est l'objectif que moi personnellement je mène, puisque je pense que la théurgie est plus un objectif qu'un vraiment un domaine de travail. Dans théurgie, donc il y a théos et ergon qui veut dire travailler, et travailler pour Dieu, travailler avec Dieu. Donc il faut bien sûr entendre dans Dieu l'élément divin, donc l'élément subtil, comme j'en ai parlé tout à l'heure, d'une façon très ouverte. La théurgie, donc, on peut travailler la haute magie, la sorcellerie, peu importe, pour atteindre l'objectif théurgique. Ça veut dire travailler pour quelque chose de plus grand. Et pour moi, il est absolument fondamental que la personne qui veut entrer dans la voie de l'initiation, ou qui y est déjà, rejoigne un jour ou un autre le désir de s'inclure dans l'harmonie qui existe dans tout ce qui nous entoure. Et si on veut simplement développer du pouvoir sur les autres, sur les choses qui nous entourent, alors moi je vais vous dire, je pense qu'il y a beaucoup plus simple que la magie, et que la magie ne vous servira pas grand chose. Parce que souvent on demande, mais alors à quoi sert la théurgie si elle n'est pas pour obtenir amour, argent, chance et je ne sais quoi? Et ben la théurgie, elle va vous apporter une chose, c'est qu'elle va vous en retirer plus que vous en avez. Mais ce qui est important, peut-être que je pourrais finir comme ça, c'est que la théurgie va au contraire nous éplucher au fur et à mesure pour nous rendre un petit peu plus purs et un petit peu plus en relation avec toute la magie qui nous entoure. Je vous remercie très sincèrement, Monsieur Henri Chemin, pour ce moment partagé, toute cette découverte sur votre parcours et le chemin de la haute magie. Et donc on vous remercie très sincèrement, on vous souhaite une très bonne continuation. On vous recontactera certainement très prochainement. D'accord, avec plaisir. C'est moi qui vous remercie pour cette interview, puis les auditeurs. Au revoir. Au revoir. Alina Dobronceliande vous présente les chroniques d'Alina sur Radio Arcadie. Radio Arcadie.